pense qu'on peut donner la parole à un autre opérateur spécialisé qui connaît bien le risque d'impayé de loyer et depuis longtemps. Pierre Bessé, vous êtes le président d'un cabinet éponyme, comme on dit, qui porte votre nom. Est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais si chacun le sait ici, la place de votre entreprise sur cette couverture, sur ce risque auprès des professionnels. Nous dire ensuite quelle lecture vous faites. Alors, est-ce que vous êtes en colère aussi vous n'avez pas l'air, mais on ne sait pas. Vous le cachez peut-être. Est-ce que vous faites de l'article 8 tel qu'il est aujourd'hui, voté en effet par les deux assemblées, est-ce que vous faites une lecture sereine de cette base législative, légale, et comme l'a fait le président de Gallian, mais ça a été court, est-ce que vous pouvez imaginer pour autant un partenariat public-privé? De quelle manière? Georges Isaac nous dit en l'état non. Est-ce que vous nuancez ou est-ce qu'à certaines conditions vous considérez que cela serait possible? Voilà, avec un regard spécialisé. Et je ferai ensuite intervenir M. Harris avec la voix d'un grand assureur sur le même sujet. Merci. Ça marche là? Oui. Merci Henri de nous avoir invités. Tout d'abord, BC, c'est une ETI du conseil et du courtage en assurance, avec une forte spécialisation sur le monde de l'immobilier, puisque on accompagne un peu plus de 300 administrateurs de biens aujourd'hui, et on a sous gestion, appelons-le comme ça, à peu près 150 000 lots en matière de garantie de loyer impayé depuis une dizaine d'années. C'est donc un sujet qu'on connaît tout particulièrement bien. J'ai la faiblesse de penser qu'on est leader en France dans le courtage sur ces sujets-là, et je peux vous dire que c'est éminemment compliqué, tant sur la distribution que sur la formation, que sur la gestion, et notamment des sinistres, et qui implique multiples acteurs. Donc c'est pas si simple. Quel regard? Alors, deuxième remarque, Henri, puisque tout à l'heure vous faisiez un peu la confusion, de nouveau, pardonnez-moi, on n'est pas assureur, donc on ne fait pas un métier d'assureur. J'ai dit opérateur de l'assurance. On ne porte pas le risque, d'accord. On est non pas un intermédiaire, parce que je n'aime pas ce mot-là. On fait vraiment une mission de conseil, de concession, d'ingénierie, de distribution, de gestion. Donc je ne fais pas le métier des messieurs qui sont à ma droite. Alors le regard que nous on a sur l'article 8, d'abord il n'est pas politique. Je ne suis pas qualifié, on n'a pas la compétence de savoir de réfléchir s'il faut une GUL ou pas une GUL. C'est pas mon métier. Mon métier est de savoir si il y a une GUL, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, de ce point de vue-là, l'article 8, tel qu'il est rédigé, il a au moins l'avantage, c'est qu'il est assez vide. Le président Raoul l'a évoqué tout à l'heure. Il est tellement vide qu'il est défini, enfin, il est prévu de profiter des prochains mois ou années, d'ici le 1er janvier 2016, pour en définir les contours techniques de fonctionnement de ce dispositif, dont effectivement, à ce stade, on ne sait pas si c'est un dispositif assurantiel ou autre. Ce que je retiens quand même de l'article 8, c'est la lecture que je fais à ce stade, c'est que le privé n'est pas du tout impliqué. Alors là, effectivement, je ne peux pas être d'accord, pour une raison extrêmement simple. Quand je dis privé, je ne dis pas forcément assureur ou courtier. Je dis privé, c'est le monde large qui constitue la chaîne de valeur des garanties de loyer. C'est évidemment les représentants de la profession, le président Buet est là, c'est les huissiers aussi, ils devraient être consultés, parce qu'ils ont un rôle actif dans un sujet social pointu, pour le moins. C'est nous, ce sont les assureurs. Bref, il devrait être stipulé très clairement dans l'article 8 que tous ces acteurs de la chaîne de valeur, la FFSA évidemment, doivent être impliqués dans ce dispositif. Que ce dispositif ensuite soit un dispositif purement public, sans quoi évidemment je ne suis pas d'accord, parce que je pense qu'on ne peut pas se le permettre. Je commence à faire de la politique, je m'arrête tout de suite. Qu'un dispositif PPP qui est ce qu'on a proposé. Alors vous me disiez à l'instant, parce que c'est un peu tout ça mêlé, qu'est-ce qu'on a proposé? On a fait un rapport avant l'été qui a été diffusé à grand nombre de parlementaires, qui a été diffusé à l'Élysée auprès du conseiller de logement du président de la République, ainsi qu'à Matignon, bref, à la FFSA je crois aussi. J'espère qu'il a été lu, parce que quand j'entends le président Raoul dire qu'ils ont des tonnes de rapports qui ne sont jamais lus, peut-être que le nôtre n'a pas été lu. On l'a trouvé pessimiste sur ce coup-là, je crois quand même. Alors il parle des rapports parlementaires, donc j'imagine que le nôtre a été naturellement lu. Il faisait quand même une trentaine de pages, il s'appelait « Les conditions de la réussite, SIAGUL ». D'accord ?
Donc je reviens bien, s'il y a GUL, il faut que ça fonctionne. Il faut imaginer quelque chose qui fonctionne. Et il est assez aisé, sans réinventer l'eau chaude, parce que c'est pas ma tasse de thé, de regarder les systèmes assurantiels qui ont pu être créés au fil du temps, par une volonté de l'État, lorsque la situation économique l'imposait, des situations d'équilibre entre assurés et tiers l'imposaient. Il a été évoqué l'assurance RC automobile tout à l'heure, qui a été créée en 58. Eh bien, lorsque le législateur a dit qu'il faut sécuriser les tiers qui seraient bousculés par un conducteur automobile lui-même non solvable, bon, les assureurs en ont pris acte, ils ont créé un système qui a bien fonctionné pour le moins, qui a été mutualisé sur l'ensemble de population des assurés. Lorsque vous achetez une automobile aujourd'hui, il y a le coût de l'assurance dedans, on peut considérer que ça fait partie du coût de l'investissement. Bon. Le système CatNat, catastrophe naturelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été créé en 1982, il a hérité lui aussi d'une quinzaine d'années, je ne vais pas dire d'atermoiement, mais d'imagination que le public pouvait porter complètement le financement des événements naturels. Et puis en 82, sauf faire de ma part, c'est un gouvernement maurois, le législateur s'est dit que sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Donc il fallait imaginer de créer un système qu'on a appelé CatNat, qui était financé par une surprime appliquée sur les assurances dommages. Alors le système n'est pas obligatoire, parce que qui ne s'assure pas n'est pas assuré en événement naturel, mais qui ne s'assure pas, c'est qu'il n'a peut-être pas grand-chose à s'assurer non plus. Donc quelque part, c'était un peu obligatoire. Et je vais vous dire, il y avait un article qui est sorti dans un magazine professionnel il y a 2 jours, et qui dit, le système catastrophe naturelle, je parle, il présente la particularité de reposer sur la solidarité nationale, mais d'être confié aux assureurs dont le législateur en 82 a estimé qu'ils disposeraient d'une capacité et d'un talent d'indemnisation plus rapide qu'une éventuelle solution publique. C'est pas d'hier, ça fait 30 ans que ça a été créé, ça. Donc ce que je dis, et ce que l'on a proposé dans le rapport, qui a pour mission d'apporter une pierre à cet édifice, et simplement une pierre si ce système est au bout du compte voté ou si un système est voulu par l'État, qui est de dire le privé doit fatalement avoir son rôle, car le privé a de l'expertise. Et tout le privé au sens large du terme. Voilà, quand je citais l'exemple catastrophe naturelle, honnêtement, si vous aviez proposé aux sinistrés de Cynthia en 2010, cet énorme ouragan qui est passé sur toute l'Europe et notamment en Vendée, avant ça, s'ils étaient d'accord pour s'assurer leurs biens, leurs maisons contre les événements naturels, je suis à peu près sûr que 9 sur 10 vous aurez dit, pas pour moi, pour le voisin, oui, mais moi, il y a une grosse digue devant chez moi, ça passera pas chez moi. Bon, au bout du compte, ça a balayé, ils ont tous été assurés, et puis ceux qui sont sur place sont de nouveau assurés, mine de rien, par ce système global qui fonctionne pas si mal que ça. Le même dispositif a été imaginé après le World Trade Center en 2001, pour couvrir les cas d'attentats terrorisme en France, je parle de la France, par le système Gariat. Qu'est-ce que je vous dise, il n'y avait plus de couverture disponible, les assureurs se sont réunis, puis le public pour apporter une solution performante aux entreprises, parce que là je parle des entreprises qui veulent s'assurer en attentat terrorisme. Donc ne pas associer le privé à ce dispositif me paraît franchement est une lourde erreur à ce stade. Pierre Bessé, une question qui reviendra, mais il faut bien que quelqu'un, le premier, donne son avis sur ce sujet-là. Je crois que vous avez une position hétérodoxe sur ce qu'il est convenu d'appeler l'aléa moral. C'est-à-dire le fait que la systématicité de l'assurance, vous donnez des exemples, CatNat ou assurance automobile, crée le risque finalement et le crée ou le majore de manière substantielle. Quel est votre avis là-dessus? Puis bien sûr, je demanderai l'avis des élus. J'ai entendu des avis là-dessus tout à l'heure. J'ai écouté, c'est pas parce que vous souscrivez une police d'assurance objet d'art que vous rêvez que les cambrioleurs rentrent chez vous pour vous voler vos montres et vos tableaux. Bon. L'assurance, et M. Penel a fait ça pour mieux s'exprimer que moi, elle est là pour couvrir un aléa, pour couvrir un événement dont, grosso modo, on n'a pas envie qu'il survienne. C'est ça le but du jeu. Alors effectivement, on échange une perte certaine qui est la prime d'assurance contre un événement aléatoire qui est le sinistre potentiel. Je ne suis pas certain que lorsqu'on a créé l'assurance automobile en 58, les automobilistes, du jour au lendemain, se soient achetés dans les tiers avec leur voiture disant « je suis assuré, donc merveilleux, je peux faire du stock-car dans les rues de Paris ». Non, c'est pas vrai. Voilà, donc je ne pense pas, parce que dans l'inconscient collectif,
C'est pas parce que je suis assuré que je vais provoquer sinistre. Et puis, bon an, mal an, tout système n'exclut pas au bout du compte l'exclusion du locataire qui se révélerait de fort mauvaise foi et défaillant. Donc, c'est pas parce que je suis locataire et que de surcroît, je sais que je suis dans un dispositif assuré que le 3e mois passant, je vais arrêter de payer. Parce que le 4e mois, je ne serai plus logé. Donc, non, honnêtement, je ne le crois pas. C'est du moins mon point de vue. Merci Pierre Bessé.